Les mangas et les animés, c'est cool, mais aujourd'hui j'aimerais parler d'un format qui s'y apparente sans être complètement la même chose. C'est un phénomène qui a particulièrement évolué ces dernières années, donnant l'occasion à des réalisateurs de repousser encore les limites de l'imagination, que ce soit en termes de scénario ou de visuel. Je parle évidemment des films d'animation. Comme je viens de le dire, c'est un genre qui a connu un vrai boom depuis les 10 dernières années. On peut parler des films de Makoto Shinkai évidemment, mais même en Occident et notamment en France, il existe des studios d'animation dirigés par des personnes qui ont grandi avec des longs métrages comme ceux du studio Ghibli, mais aussi avec d'autres médias comme les jeux vidéo ou plus simplement le cinéma conventionnel. Tout ce mélange a permis avec le temps de mettre dans la tête de la majorité que oui, les films d'animation c'est un genre à part entière, parce que ça n'a pas toujours été le cas et ça j'aurai l'occasion d'y revenir dans un petit instant. Bref, aujourd'hui comme au début de la chaîne, j'avais envie de faire une vidéo recommandation de films d'animation que je vous conseille les yeux fermés. J'ai bien envie de faire une petite série sur le sujet, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si ça vous tente et aussi à me donner des suggestions de films de ce genre qui vous ont marqué. Et vous commencez à être habitué, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si et seulement si mon contenu vous plaît. 75% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, cliquez sur le bouton en bas de votre écran, ça me soutient puisque YouTube me mettra davantage en avant. Quoi qu'il en soit, merci pour votre soutien et bon visionnage. Ryu Tsubakasu no Hime, mais vu qu'on est en France, on va appeler le film par son nom français, Belle. Bon, commençons par un film japonais et l'adaptation d'une histoire bien connue. Belle est un film réalisé par Mamoru Hosoda, un réalisateur qui a une carrière dans l'animation plutôt respectable, puisqu'il a réalisé en 2010 Summer Wars, un film plutôt sympathique, mais aussi en 2006 le film d'animation One Piece, Le Baron Omatsuri et l'île secrète, un film un peu particulier au niveau des dessins, et aussi celui à l'ambiance la plus sombre. Il mériterait presque une review à part entière, tellement il est spécial si on le place dans l'univers de One Piece. Personnellement, j'ai découvert Belle en cherchant les films d'animation les mieux notés sur Metacritic. Il y a certainement des manières plus efficaces de découvrir des œuvres, mais c'est pas le débat. Et j'ai été surpris de voir que le film n'est presque jamais mentionné quand on parle de films d'animation, là où un film de Makoto Shinkai revient sur le tapis beaucoup plus souvent par exemple. Ça me surprend d'autant plus que lors de sa première diffusion au Festival de Cannes, le film a reçu une standing ovation de 14 minutes. Mais personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film et je vais vous expliquer pourquoi. Belle raconte l'histoire de Suzu, une jeune fille vivant dans la campagne japonaise avec son père. Suzu est une ado très timide et complexée, mais au moment où elle rentre dans le monde de You, un réseau social futuriste aux milliards d'utilisateurs, elle devient Belle, une chanteuse extrêmement populaire. Mais sa vie va prendre un drôle de tournant quand elle fera la rencontre de la Bête, un autre utilisateur de You à l'apparence sauvage et avec une personnalité très agressive. La quête de Suzu pour découvrir l'identité de la Bête va la pousser à affronter les fantômes de son passé et à assumer réellement qui elle est. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, au titre et au synopsis vous l'aurez compris, Belle est une adaptation du roman de La Belle et la Bête. Le film en profite pour aborder des thématiques modernes, comme le rapport des gens au virtuel ou les liens parents-enfants par exemple. Ça vous l'aurez peut-être deviné aussi, mais Belle est une comédie musicale, et une comédie musicale plutôt réussie. Du point de vue des chansons, c'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée, le registre est relativement le même, mais les compositions sont très cool. D'ailleurs j'ai trouvé que la voix de Belle en VO comme en VF est très agréable à écouter. Mais si on parle de films d'animation, on doit aussi parler de l'aspect visuel. En même temps c'est là que ça se démarque des films live. Et là je suis un peu plus critique. Rassurez-vous, je vous conseille quand même le film, sinon il n'aurait rien à faire là, mais je dois vous prévenir que la structure de Belle est particulière. Durant tout le récit, on va alterner entre les actions dans le monde réel et les moments qui se déroulent dans You, un peu à la Code Lyoko si vous voulez. Et chaque monde possède un style graphique qui lui est propre, un dessin très traditionnel pour le vrai monde et un monde entièrement en 3D pour You. Et même si personnellement j'ai beaucoup apprécié les deux, je pense honnêtement que ce style ne plaira pas forcément à tout le monde. En revanche, j'ai trouvé que Belle exploitait assez bien les possibilités qu'offrait le scénario. On navigue entre plusieurs ambiances différentes sans que ce soit incohérent. Par exemple, un moment qui m'a marqué dans le film, c'est quand Belle découvre le château de la Bête. Dans cette scène, le monde de You qu'on nous a présenté comme haut en couleur devient tout à coup très sombre et froid, à l'image de la personne qui s'y trouve. Bref, c'est un film que je vous conseille, même s'il ne révolutionne pas les codes du genre, ça reste un très bon divertissement. Et en plus de ça, on a le droit à la scène de confession la plus longue de l'histoire. Croyez-moi, ça vaut le détour. Dofus, livre 1, Julite. Avant de parler du film en lui-même, il me semble important de parler du contexte dans lequel il a été créé. C'est en 2008 que le projet est mentionné pour la première fois. Le studio français Ankama, qu'on peut remercier pour avoir offert une enfance à presque tous les jeunes de ma génération, que ce soit pour le MMO Dofus ou la série Wakfu. Franchement GG les gars. Commence à réellement plancher sur un projet de film autour de leur univers. Après tout, déjà à l'époque, ils avaient réussi à prouver à tout le monde qu'ils étaient capables de créer autre chose que des jeux vidéo. Parce que la marque de fabrique du studio, c'est le transmédia. Leur capacité à raconter plusieurs histoires à travers plusieurs supports, BD, manga, séries télé, jeux vidéo, mais le tout faisant partie du même univers, le Crossmose. Bref, après 5 ans d'écriture et 18 mois de production, Ankama pouvait se vanter d'avoir fait un film tout seul comme des grands. Mais faire un film c'est cool, maintenant il faut le promouvoir. Et Ankama a voulu mettre le paquet. Pour l'occasion, le studio roubaisien a créé un village Dofus sur la grande place de Lille, 350 mètres carrés dédiés entièrement aux activités de l'entreprise, avec des jeux mobiles, des BD, des jeux de plateau, etc. En plus de ça, pour motiver les gens à visiter le village, toutes les personnes qui y allaient pouvaient avoir accès en avant-première à la nouvelle classe de Dofus qui allait sortir, les Super Mages. Un dessin animé de 52 épisodes a aussi été produit afin, entre autres, de présenter les personnages du film. Le dessin animé s'appelle Dofus au trésor de Kirubim, et d'ailleurs si on enlève le fait que c'est un produit dérivé, ça reste un excellent
d'excellents dessins animés. Il y a vraiment eu beaucoup de trucs en tout genre, on a même eu le droit à des bonbons à l'image du film. Mais malheureusement, toutes les histoires ne se finissent pas bien. Le film a été écrit comme le premier épisode d'une trilogie et finit par sortir pour le grand public le 3 février 2016. Et selon les interviews des créateurs du studio, pour qu'une suite soit produite, il fallait que le film fasse au moins 900 000 entrées. Mais après quelques semaines, on ne pouvait que constater que même pour un film d'animation de l'époque, le nombre de places vendues était en dessous de la moyenne. Là où la plupart des films de ce genre atteignaient environ 100 000 entrées, Dofus Livre 1 atteint 85 000 entrées. Autant vous dire que la trilogie, a priori, c'est mort. Mais on est dans une vidéo où je conseille des films d'animation. Alors vous vous doutez bien que la raison de cet échec, c'est pas le film en lui-même. En effet, une distribution assez discutable dans les salles de ciné et globalement la mauvaise exploitation du bébé d'Ankama ont fait que ce dernier n'a clairement pas atteint ses objectifs. Pour rappel, le film est sorti en 2016, et à l'époque, un film d'animation en 2D, c'était forcément pour les enfants. Alors le film a été mis sur les créneaux horaires pour les enfants, soit le matin vers 10-11 h. Sans compter le fait que les petites villes ne diffusaient tout simplement pas le film. Personnellement, j'ai dû attendre quelques temps après la sortie du film pour pouvoir le regarder. D'ailleurs, Dofus n'a peut-être pas cartonné en salle, mais a été un des films les plus piratés de l'année 2016. Comme quoi le problème le plus gros, c'était peut-être l'accessibilité. Donc si je vous parle dans cette vidéo de Dofus Livre 1, c'est surtout pour lui rendre justice. Maintenant que la parenthèse est bouclée, il est temps d'enfin passer au cœur du sujet. De quoi il parle ce film? Dofus Livre 1 raconte l'histoire de Joris, un petit garçon qui vit avec son père adoptif Kérubim dans la cité de Bonta. Mais alors qu'ils vivent une vie tranquille, la sorcière Julite revient semer le chaos, des années après avoir tenté de détruire la ville, et elle a pour projet de s'emparer du pouvoir des Dofus afin d'arriver à ses fins. La quête de Joris pour l'arrêter va lui permettre de faire la rencontre de personnes qui vont l'aider et de découvrir ses origines. Une des craintes qu'on peut légitimement avoir, c'est de ne pas comprendre le film si on ne connaît pas l'univers d'Ankama. Mais personnellement, et là malheureusement je ne peux que donner mon avis de personne qui a beaucoup joué à Dofus, j'ai pas trouvé que les références étaient si présentes que ça. Le peu qui est important dans le scénario est relativement simple à comprendre. Il y a deux camps qui se font la guerre, Bonta est défini par un design très clair et coloré, et Brakmar est aux antipodes, sombre et incolore. Le fait qu'ils aient osé appeler une cité Brakmar me termine même après toutes ces années. Tout le reste est assez bien expliqué dans le film, et les joueurs vont juste repérer quelques easter eggs qui ne sont pas importants pour une bonne compréhension. Le style de dessin est pour moi le plus gros point positif. Les dessins animés d'Ankama ont toujours eu un style très reconnaissable, à mi-chemin entre le dessin animé occidental et l'animé japonais. Le rendu final sublime vraiment la globalité des scènes, que ce soit des moments d'exploration ou des scènes de combat. Et c'est d'autant plus impressionnant quand on sait que tout le film n'a été fait qu'à un seul endroit, dans le studio de Roubaix. Bref, c'est un excellent film, on peut le placer facilement dans la chronologie du Cosmos pour les fans, mais on passe quand même un très bon moment quand on est un néophyte. Et même s'il y a de grandes chances que la trilogie soit définitivement morte et enterrée, je m'accroche toujours à un minuscule espoir mais il faut être réaliste, on peut toujours profiter des productions du studio. Après tout, d'autres films sont sortis, et la saison 4 de Wakfu est prévue pour la fin de l'année, l'occasion de regarder les 3 premières saisons si c'est pas déjà fait. Spider-Man Into the Spider-Verse. Cette fois-ci, je vais vous raconter une histoire et je vous promets que celle-là se termine bien. En 2014, des fuites venant de la Sony laissent entendre que les directeurs de l'entreprise veulent rajeunir la franchise de Spider-Man. Je ne suis pas certain des dates exactes, mais il est possible que ce soit dû au retour critique et financier très moyen du deuxième film Spider-Man avec Andrew Garfield. Pour rappel, le Spider-Man de Tom Holland n'existe pas à ce moment-là. Les emails qui ont fuité parlaient seulement d'une proposition de Marvel pour inclure le tisseur dans un film Captain America. Bref, pour rajeunir l'audience, Sony décide de créer un film d'animation dans cet univers, avec Phil Lord et Chris Miller. Pour ceux qui connaissent, c'est eux qui ont fait la grande aventure Lego. Une histoire assez drôle d'ailleurs, Phil Lord était le premier réalisateur du film Solo chez Disney et Lucasfilm. Mais il s'est fait virer en plein milieu du tournage, ce qui lui a permis de se concentrer sur le film dont je vais vous parler. Comme quoi les meilleurs films de Disney, c'est peut-être ceux qu'ils ne font pas. Mais parlons du film qui nous intéresse. Ce dernier a été annoncé comme un film pouvant coexister avec l'univers des films tournés en live action, mais radicalement différent de ces derniers. En effet, le scénario adapte le concept de la lignée des comics Spider-Verse de Dan Slott. On dirait pas, mais parler de multivers en 2018, c'est quand même assez novateur. Mais surtout pour la toute première fois au cinéma, le protagoniste d'un film Spider-Man ne sera pas Peter Parker, mais une version de l'homme araignée créée assez récemment, en 2011 dans l'univers des comics Ultimate, un Spider-Man afro-américain, Miles Morales. Cette fois-ci, je ne rentrerai pas dans tous les détails parce qu'il y a plein de petites histoires sympas autour de la création de ce film. Mais en gros, les réalisateurs ont mis le paquet pour que le film soit une référence du film d'animation. Plein de techniques ont été utilisées afin qu'Into the Spider-Verse ait un rendu mémorable. Et on peut dire que ça a bien marché. Même si le public a perçu dans un premier temps le film comme un simple film de super-héros, il a vite changé d'avis. Et un phénomène de bouche à oreille assez fou, ainsi qu'une reconnaissance assez grande parmi de grands noms d'Hollywood, propulse le film jusqu'aux plus hautes instances du cinéma, et surtout jusqu'aux Oscars. Le film a remporté un grand nombre de récompenses en tout genre, mais sa victoire aux Oscars 2019 a une saveur toute particulière, parce que pour la première fois depuis 2012, l'Oscar du meilleur film d'animation n'est pas décerné à un film Disney. Et encore, si on enlève Rango qui a gagné en 2011, on peut remonter jusqu'à 2007.
Miles Morales est un ado comme les autres, vivant à Brooklyn mais devant maintenant s'adapter à un nouveau collège loin de ses amis et supporter la pression constante de son père qui veut qu'il réussisse dans ses études. Sa vie se complique encore plus quand il se fait piquer par une araignée radioactive, lui conférant les pouvoirs de base de Spider-Man, mais aussi les capacités de se camoufler et d'infliger des décharges électriques. Et suite à un incident menaçant plusieurs dimensions, il devra collaborer avec des versions alternatives de Spider-Man, notamment une version alternative de Peter Parker ainsi que de Gwen Stacy, et apprendre à gérer ses nouveaux pouvoirs afin de sauver les différents univers. Alors oui, disons les choses, le scénario n'est pas des plus originaux, l'histoire d'un adolescent qui découvre qu'il a des pouvoirs et qui va devoir apprendre à s'en servir pour sauver les gens d'une catastrophe. Mais d'un autre côté, chaque film n'est pas obligé de réinventer la roue pour se démarquer du reste. Et encore plus dans le cas des films d'animation où je trouve qu'on peut illustrer une histoire de bien plus de façons puisque chaque image est créée de toutes pièces. En revanche, le scénario nous prend par surprise à pas mal d'occasions. Je ne spoilerai rien du film, mais ne vous attendez pas à pouvoir prévoir tout ce qui va se passer au seul prétexte de connaître l'univers de Spider-Man. C'était mon cas quand j'ai regardé le film et je dois avouer que c'est agréable de se faire avoir. Du point de vue de l'écriture, on va suivre chacun des personnages qui accompagnent Miles. Ces derniers ont pour but dans le récit d'apprendre à Miles ce que signifie être Spider-Man. Mais ils sont aussi particulièrement attachants parce qu'on apprend durant le film leurs histoires respectives. Peter s'est séparé de sa femme parce qu'il avait peur d'avoir un enfant, alors que Gwen a peur de nouer des liens avec les gens depuis la perte de son ami. Miles va aussi les aider durant leurs aventures et on peut réellement voir les personnages évoluer chacun de leur côté et nouer des liens entre eux, grâce à leurs similitudes. Et même si Spider-Man noir, Peter Parker et Penny Parker sont des personnages un peu plus mis sur le côté que les autres, ils sont quand même très réussis et assez drôles. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que c'était Nicolas Cage qui doublait le Spider-Man noir? Perso, je l'ai appris pendant que je faisais cette vidéo. Maintenant, il est temps de parler du plus gros point positif de ce chef-d'œuvre. Soyons très clairs, je pense que dans la sphère des films d'animation, il y a un avant et un après Into the Spider-Verse. Le studio a pris des choix qu'on pourrait qualifier d'audacieux, comme supprimer le flou de mouvement par exemple, c'est-à-dire une technique qui consiste à économiser quelques images et à avoir quand même un rendu réaliste. Pour compenser, les animateurs ont utilisé une autre technique qu'on appelle le smear. C'est une vieille technique utilisée dans de très vieux dessins animés. Pour faire simple, sur une image, une silhouette peut être dupliquée un certain nombre de fois pour créer une illusion de mouvement. Sony a multiplié ce genre de choix pour donner un rendu très spécial, un rendu qu'on peut associer au design des comics. Certains plans ressemblent littéralement à des pages de BD et honnêtement c'est incroyable. Les personnages ont aussi un style différent selon leur univers. Penny Parker est une version de Spider-Man inspirée des mangas, donc on lui donne un style et des mimiques propres aux mangas. Peter Parker est un personnage cartoonesque, donc on lui donne un style et une animation cartoonesque. Le Spider-Man noir est un détective qui vit dans un univers uniquement en noir et blanc, donc il a un style très sobre sans aucune couleur, mais avec un travail de détail sur les ombres. Je vous invite très fortement à découvrir tous les petits détails qui se cachent dans chaque image, un visionnage ne suffira clairement pas. Si le sujet vous intéresse vraiment, il existe des centaines de vidéos qui traitent de sujets et qui ont analysé le film scène par scène. En plus, tout le film est accompagné d'une bande originale incroyable, surtout si vous aimez le rap US. Non, vraiment, le seul regret que j'ai vis-à-vis de ce film, c'est de ne pas l'avoir découvert au cinéma. Heureusement que j'ai corrigé le tir avec Across the Spider-Verse, et je vous conseille à tous de faire pareil. Une expérience comme celle-ci, c'est 1000 fois mieux au cinéma. Il y a encore beaucoup de films d'animation dont j'aimerais parler, je parlerai peut-être même de courts-métrages la prochaine fois, parce que quelle que soit la longueur, un réalisateur peut nous en mettre plein les yeux en un rien de temps. C'est un domaine que j'aime beaucoup et j'ai vraiment apprécié le voir évoluer avec les années. Aujourd'hui, l'idée qu'un film d'animation est réservé aux plus jeunes commence à disparaître petit à petit, ce qui pousse les films d'animation plus matures qui sont sortis il y a longtemps à sortir de l'ombre, et aux nouveaux en préparation d'aborder des thématiques plus graves et parfois avec moins de pincettes. Alors si vous voulez que je parle d'un film en particulier, n'hésitez pas à m'en suggérer en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter et vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon de me soutenir. En tout cas, merci à tous pour votre soutien, d'être restés jusqu'au bout, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.